Merci beaucoup. Donc ma tâche, c'est de faire la transition entre la table ronde de ce matin et les travaux de cet après-midi. Et je vais vous faire une courte introduction, mais avant, je voudrais surtout ne pas oublier d'excuser mon prédécesseur, Jean-Michel Bols, qui initialement, dans le programme qu'on avait agencé ensemble entre Espace Éthique Normandie et Bretagne, acceptait de présenter ce qu'il avait trouvé comme résultat et suite au débat lors de la période de la révision des lois de bioéthique. Il devait présenter avec ma collègue coordinatrice de l'EREB, Cindy Donard, ces résultats. Bon, il n'a pas pu venir, donc je n'ai pas voulu, moi, reprendre exactement ce qu'il avait trouvé comme idée à vous partager. Donc je vais vous faire plutôt une petite introduction plus personnelle sur le sujet, et à la fois qui puisse un petit peu revenir sur ce qui a été dit en partie ce matin. Donc, autre diapo, s'il vous plaît. Et je voudrais vous dire quand même un petit mot, parce que j'ai bien entendu ce matin la question de la frustration. On fait des débats, on aboutit à des consensus, on a des résultats vraiment, là encore, intéressant qu'on aimerait transposer dans l'œuvre législative. Et dans cette affaire de la PMA, le rôle de l'instance nationale a été crucial. Et je trouve qu'on devrait peut-être plus souvent reprendre cette idée de qualité du premier mot qui va déterminer d'une certaine manière le dernier mot du législateur. C'est-à-dire que la qualité du premier mot éthique est vraiment importante et doit nous permettre de continuer à œuvrer afin non pas d'avoir du pouvoir, mais d'avoir de l'influence. C'est une petite différence, mais qui est cruciale, parce que c'est ça aussi le débat. C'est finalement, est-ce qu'on peut infléchir une position qui nous paraît encore trop rigide ou pas assez respectueuse des personnes que l'on a dans les séquences de soins ou dans la société. Et vous voyez, Dominique Mel, qui est sociologue, écrivait « C'est la première fois que cette instance, qui jusque-là rendait sa préconisation à l'aune des grands principes de la bioéthique à la française, tels que l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps humain, prend en compte, en premier lieu, dans son avis, l'évolution des familles. » Alors, je suis évidemment très sensible à cet aspect-là, parce que j'ai, dans une vie antérieure, en tant que jeune psychiatre, je me suis formé à la thérapie familiale, et bon, on apprend beaucoup de choses en systémique. Et réellement, voilà, prendre en compte l'évolution des familles, ça peut prendre une vie, quoi, de professionnel. Hein, de travailler avec les familles, c'est pas rien, et c'est un des grands enjeux aussi de la médecine de demain. Et puis, voilà, on est dans des changements de représentation. C'est que les parents sont beaucoup attachés à l'héritage génétique, mais les parents ne transmettent pas que des gènes. On transmet aussi des représentations. Et c'est ce qui permet le côté éducatif et voilà, le fait qu'on est dans une société démocratique. C'est important de s'écouter les uns les autres et peut-être de laisser de côté effectivement cette homophobie qui n'est pas transparue plus que cela dans les récents débats sur la PMA. Autre diapo. Alors, dans les confidences que j'aurais envie de vous faire, alors on ne va pas relire tout ça, simplement vous montrer que j'aurais aimé avoir cette étude il y a une trentaine d'années, justement, quand j'avais écrit mon mémoire de bioéthique, à l'époque où j'étais tout jeune interne de psychiatrie, et en pédopsychiatrie avec professeur Didier Houzel. On était très attachés dans le service à recevoir les couples qui commençaient une démarche de PMA. Et donc là, ce travail, je l'avais fait sur l'insémination artificielle avec donneur. Et je remercierai jamais assez, d'ailleurs, dans mes relectures récentes, Xavier Billoy, qui, dans un de ses papiers de 2013, disait on devrait dire plutôt insémination alternative avec donneur. Je trouve que ça a plus de sens en réalité. Et avec Didier Houzel, l'idée, c'était de préparer les parents à pouvoir dire quelque chose de la vérité de la conception de l'enfant. Ce qui, évidemment, mobilisait beaucoup de défense, beaucoup de réticence. Et je me souviens encore comme si c'était hier, lorsque j'ai soutenu mon mémoire, d'un jury mais qui m'a fusillé du début jusqu'à la fin. J'ai quand même arraché mon mémoire. Mais bon, c'était le secret, ça a son importance. Les parents sont en responsabilité.
c'est les respecter que d'appliquer le secret, tout le secret, rien que le secret. Alors évidemment, je n'étais pas vraiment dans cette dynamique, et l'évolution de la loi montre que l'accès aux origines fait partie des droits de l'enfant, et que c'est important de pouvoir commencer à ouvrir cette porte. Alors, très imparfaitement, on en reparlera pendant la table ronde, mais vous voyez, cette étude de juin 2024, c'est récent, montre que, donc, qui est une méta-analyse avec plein d'études qui ont été colligées, nos amis britanniques qui ont fait ça, effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les enfants nés avec PMA ou, donc en tout cas, conçus grâce à un donneur, ou ceux qui ne le sont pas. Il y a quand même aussi 10 études qui montrent qu'il y a même plutôt une meilleure santé, un meilleur bien-être, plus d'estime de soi. Et on trouve aussi 6 études qui montrent plutôt une évolution péjorative avec des problèmes d'autisme, de troubles du spectre autistique, des problèmes de déficit de l'attention, d'hyperactivité, des troubles addictifs, des troubles mentaux ou des troubles du comportement et des problématiques identitaires. Donc tout cela n'est pas neutre, ça a forcément des conséquences, c'est le titre aussi de cette table ronde, et je crois qu'il faut garder ce courage de la nuance, en disant que quand même, on a une minorité notable de taux d'incidence de souffrance psychique et de troubles identitaires, mais ce n'est pas la question de la vérité, finalement, qui est si... je pense, j'avance quelque chose là pour le débat, c'est peut-être l'important, c'est d'être vrai. La nuance est à faire entre être vrai dans la relation à l'enfant et d'être centré que sur la vérité. Et donc l'article concluait en disant qu'il est extrêmement intéressant et important pour avoir un bénéfice éducatif et une meilleure évolution développementale, de préparer de façon assez précoce l'annonce de la vérité sur cette conception. Et c'est à mon avis, la question éthique, elle est plus là que savoir si la loi est parfaite, imparfaite. Évidemment que le travail de la loi peut être repris, on l'a dit ce matin, évidemment qu'il pourra peut-être y avoir des évolutions lors de la prochaine loi de bioéthique sur le sujet. Autre diapo. C'est le premier volet que j'avais envie de vous partager. Donc il aura fallu attendre 30 ans finalement pour avoir quelques résultats scientifiques intéressants sur le sujet. Un petit peu probant. L'autre question l'a été un petit peu évoquée ce matin, donc je voudrais y arriver. Bon, les grandes lignes, très vite, la disponibilité insuffisante des gamètes et les délais, je pense que les responsables de ces causes pourront nous en dire plus. La question de l'anonymat du don de gamètes, et puis la question de la restitution des gamètes conservées en France pour qu'une AMP soit réalisée à l'étranger. Vous savez que ça reste intéressant aussi à retravailler. Bon, il y a eu 2 jurisprudences, une de la Cour d'appel de Rennes en juin 2010, une autre de la Cour de cassation plus récente du 15 juin 2022, où il est question du refus opposé à une mère de restituer les gamètes de son fils décédé. Et la conclusion, c'est que ce n'est pas constitutif d'une voie de fait. Alors, autre diapo. Je pense que là, sur ce sujet, de l'évolution de lois de bioéthique, des droits nouveaux qui seront peut-être ceux de demain, qui ne sont pas encore ceux d'aujourd'hui. Il serait intéressant de revoir ça sous l'aune de la proportionnalité en santé. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi on ouvre un couple de femmes ou à une femme seule la possibilité de la PMA et la veuve qui ne peut pas récupérer les gamètes de son mari ne peut pas faire ce projet post-mortem de procréation. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que c'est le couple vivant, c'est ce que la loi dit. Et 2 jurisprudences là aussi intéressantes, c'est celle de l'affaire González-Gómez du Conseil d'État du 31 mai 2016. Ça a été dit ce matin par mon ami professeur Gilles Raoul-Cormeille, qui a été une décision intéressante parce qui a été très décriée. J'ai regardé un peu dans la presse de l'époque, notamment dans Le Monde, c'était affreux les réactions par rapport à cette jurisprudence. Et qui montre que voilà, le juge de référé a la pleine capacité d'écarter une loi incompatible avec un traité international. C'est une des conclusions de cet arrêt. Mais c'est aussi quand même un des sens qui est intéressant de rappeler, c'est que dans le mot jurisprudence, il y a prudence. Et à l'inverse des réactions qu'on pouvait lire dans la presse, je pense que c'était une décision prudente.
et intelligente. Après, on peut en discuter. Et néanmoins, il y a des arguments. La position favorable du CCNE, depuis 1993, c'est quand même l'avis 40, l'avis 60, l'avis 67 et l'avis 113. Alors j'ai pris mes précautions, j'ai demandé à Régis pourquoi dans l'avis 129 ça n'avait pas été particulièrement mis en avant. Bon, manifestement, les choses n'ont pas été fouillées parce que ce n'était pas l'objectif principal, mais on peut tout à fait imaginer que l'instance nationale y revienne, d'autant qu'il y a un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, Barret et Caballero contre France, pour lequel il est écrit que, là encore, le refus d'exporter les gamètes et les embryons a des conséquences caractérisant l'existence d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée des requérantes. Alors, dans les jargons des juristes, ils évoquent l'orbitaire dictum. Donc, si les profs de droit peuvent nous redire ce que ça veut dire, en fait, c'est en passant, une cour d'importance délivre un message. Voilà les quelques idées que j'avais envie de vous partager afin de lancer ce débat. Ce n'est pas un sujet sur lequel moi je suis spécialiste, donc je pense que mes collègues et amis seront plus pertinents que moi là-dessus, mais des informations récentes que j'avais en tête vous sont maintenant accessibles et vous permettront d'enrichir le débat. Merci pour votre attention. C'est bon ? Oui, très bien. Ben, merci Cyril pour cette introduction. D'abord, c'était un très bon lien avec ce matin, parce que moi, ce que j'avais retenu ce matin, une belle phrase, c'était « les parents ne sont pas des gamètes ». C'est ce qu'a dit Gilles Roll-Carmel. Et là, le psychiatre nous a rappelé qu'il n'y a pas que des gamètes, il y a aussi du relationnel dans la dimension entre les parents et l'enfant. Donc je trouvais que c'était un très beau lien, puis avec des portes ouvertes un peu sur les questions qui peuvent être posées, et une porte ouverte sur l'intervention du professeur Rive. Alors je ne sais pas si on peut la voir, qui est membre de l'Académie de médecine, professeur, et qui préside la SECOS. C'est ça, professeur ? Ah, on ne vous entend pas. Ça y est, très bien. Voilà. Bon. Donc on va vous laisser la parole pour exposer un petit peu votre point de vue sur regard sur la PMA, quelles conséquences des nouveaux droits ou éventuellement d'autres questions. D'accord. Donc je me présente, donc je suis le professeur Nathalie Rive, je suis chef du service du laboratoire biologie de la reproduction SECOS au CHU de Rouen et responsable du centre d'assistance médicale à procréation également au CHU de Rouen. Par ailleurs, j'ai une activité de recherche sur la fertilité masculine, la préservation de la fertilité chez l'enfant et l'adolescent. Et j'ai été présidente de la fédération des SECOS pendant toute la période qui a précédé la révision de la loi de bioéthique 2021, au moment où cette loi a été discutée au Parlement, au Sénat, et jusqu'à ce qu'elle soit votée et dans les tout premiers temps de sa mise en application. Actuellement, je suis vice-présidente de la fédération des SECOS. Alors un point qui n'est pas anodin parce que cette année, c'est le 30e anniversaire de la promulgation de la loi de bioéthique de juillet 94 et en ce qui me concerne, j'ai fêté aussi depuis juillet de cette année mon 30e anniversaire de début d'activité dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, incluant le don, mais pas seulement dans le cadre du don. Ce qui veut dire que de par ma pratique, j'ai donc connu les discussions, peut-être pas de la 94, mais la mise en place de la première loi et les évolutions progressives et les conséquences sur nos pratiques, je dirais jusqu'à maintenant. L'idée de ma présentation sera de faire un petit peu, très rapidement, un historique et de voir quelques points d'évolution liés à la loi de bioéthique dans le cadre du don, de la MP tiers donneur, sur l'aspect conservation des gamètes hors indication médicale, et puis ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore à l'heure actuelle. Donc, pour rappeler un petit peu l'historique de la révolution de la procréation assistée, en France, hein, on ne va pas parler de l'étranger. C'est vrai que cette révolution a commencé à partir du moment où a été autorisée, dans le cadre d'une expérimentation, la pratique du don de spermatozoïdes avec la création associée du premier SECOS, et ceci par Georges David en 1973. L'arrivée des techniques d'assistance médicale à procréation de type fécondation in vitro ont permis de revoir les indications du don de spermatozoïdes dans certaines situations d'infertilité masculine peu sévères
mais ont permis aussi l'avènement, en fait, la proposition du d'ovocyte parce qu'à partir du moment où on a accès aux gamètes, eh bien, on peut les utiliser pour soi-même, voire on peut les donner pour d'autres. La congélation embryonnaire, elle va offrir d'autres perspectives puisqu'elle va aussi permettre, de développer les activités d'accueil d'embryons qui se sont développées avant, les lois de bioéthique 94 et 2004, et stoppées, qui se sont stoppées effectivement, à un temps donné, avec, l'avènement de la loi de bioéthique de 94 et puis, une autre étape dans le cas de la MPEG tiers donneur, c'est, les l'avènement de l'ICSI dans les années 90 qui va entraîner une diminution importante du nombre de demandeurs de couples infertiles qui avaient recours aux dons de spermatozoïdes et les évolutions, ultérieures vont plutôt intéresser tout ce qui va concerner, je dirais, la préservation de la fertilité, avec une extension des procédures vers, les personnes, prépubères, filles ou garçons, voire également, des techniques plus adaptées aux femmes pubères que sont la congélation des ovocytes matures à partir des années 2000 à l'international, je dirais à partir de l'année 2011 dans le cadre de la dernière révision de la loi de bioéthique, pas de celle de 2021. Et puis plus récemment, c'est les premières greffes d'utérus qui ont été réussies. Alors pour la congélation des spermatozoïdes euh, et le don de spermatozoïdes, c'est vrai que les banques de spermatozoïdes peuvent être constituées parce que on peut congeler les spermatozoïdes et d'autres types de banques sont envisageables comme celle des ovocytes à partir du moment où on les conserve et celle des embryons à partir du moment où on va les conserver. En ce qui concerne la fédération des sécos, partant d'un seul centre dans les années 70, eh bien, actuellement, on a 33 centres en métropole et dans les départements d'outre-mer, à savoir Océan Indien pour île de la Réunion et Guadeloupe pour le sécos Caraïbes. Alors, c'est vrai que d'une expérimentation qui devait être, je dirais temporaire et même en ce qui concerne la création des sécos, force est de constater que, nous observons ces dernières années, eh bien, une demande de nouveaux centres souhaitant intégrer la fédération parce que je dirais, la loi de bioéthique 94 et celles qui vont suivre vont donner des autorisations pour la pratique de ces activités, d'abord à des praticiens et à des établissements, puis ensuite uniquement à des établissements, ce qui fait que un établissement qui obtient l'autorisation pour le don de spermatozoïdes n'a pas l'obligation d'être intégré dans la fédération des sécos, mais à l'heure actuelle, tous ceux qui obtiennent une nouvelle autorisation demandent l'intégration dans la fédération. euh, alors pourquoi? Parce qu'effectivement, des échanges communs, des pratiques communes et des problématiques communes, sont gérées au sein de la fédération et ça rassure en termes de pratiques, je dirais, au quotidien. La solitude dans ces activités, il n'y a rien de pire, pour ne pas fonctionner correctement et dans la prise en charge des patients et je dirais même pour les équipes, médicales. Alors, l'évolution de la procréation, c'est une évolution que vous connaissez tous dans les années 60. C'est la sexualité sans procréation avec, les débuts des contraceptions hormonales. Ensuite, des procréations sans sexualité avec les avènements des techniques d'assistance médicale à procréation. La sélection avec le diagnostic préimplantatoire et encore plus récemment avec le diagnostic, le screening des aneuploïdies sur les embryons en dehors de toute pathologie génétique. Aujourd'hui, on arrive à une procréation qui va être non sexuée et dans le futur, peut-être une procréation, sans gamètes, heu, avec des choses qui sont de l'ordre un petit peu de la science-fiction, et qui interrogent. Eh bien, cette évolution de la procréation, de la sexualité, de la reproduction, elle suit aussi les évolutions de la société et de la place de la femme, que la femme a pu avoir, au cours du temps et au sein de la société pour effectivement, arriver dans les années, 2000, eh bien, une AMP qui est souhaitée pour, toutes les femmes, hem et des femmes qui ont une plus grande autonomie et indépendance puisqu'on a plus de 65 des femmes qui ont une activité professionnelle, la possibilité de pouvoir adopter, pour, les femmes seules et puis en 2013, le mariage pour tous aussi qui offre de nouveaux droits, sans en enlever
à certaines populations sans en enlever à d'autres et ça, c'est un point, important. Mais là encore, on dit, la loi de 2021, c'est une révolution. Je dirais, c'est pas une révolution, c'est plutôt, un rattrapage de ce qui n'était pas présent en France par rapport à ce qui était largement développé, depuis longtemps dans d'autres pays européens et au niveau international. Et bien qu'on ait évolué sur la notion de couple, et de possibilité de différents types de couples et du mariage, je dirais pour tous, on avait il n'y avait pas été souhaité de réfléchir en parallèle sur, la notion de parentalité qui forcément, était déjà présente avec, des couples de femmes ou des femmes seules, qui avaient recours soit à des donneurs artisanaux, plus fréquemment rapportés par les couples de femmes, la coparentalité, excusez-moi, heu, l'importation, l'importation de banques de spermatozoïdes, étrangères, hem, avec, dès 2012, en dehors de la France, donc presque 10 ans avant la loi de bioéthique, des demandes de paillettes des femmes seules majoritaires pour la plus grande banque européenne, située au Danemark, qui est la banque, Cryos, et une prise en charge dans les centres d'AMP à l'étranger, principalement pour la France et la Belgique, et l'Espagne, qui sont, des pays qui recevaient nos couples de femmes et nos femmes, nos maris, avec des législations différentes et des pratiques, différentes en fonction de cela. Alors je ne vous referai pas l'historique, de la loi de bioéthique, ça vous connaissez tous les textes certainement qui y sont, associés, mais celle de 2021, elle crée, des modifications dans l'accès à l'AMP en l'offrant aux couples de femmes, aux femmes non mariées et aux couples infertiles. Alors avant cette loi de bioéthique, je dirais quelle est la part de l'AMP avec tiers donneur dans l'ensemble des techniques d'AMP en France et surtout des enfants qui sont nés d'AMP? Il faut savoir que, c'est 5,3 des naissances qui sont obtenues dans le cadre de l'AMP, grâce, à un don, principalement en don de spermatozoïdes, un peu moins issus du don d'ovocytes et de manière particulièrement anecdotique, issus, d'accueil d'embryons. Alors, pour les donneurs de gamètes ou d'embryons, il y a une évolution, au fur et à mesure des révisions de la loi de bioéthique, pour, maintenir certains grands principes que sont la gratuité, sauf les frais liés à la démarche de don, le principe de volontariat et l'anonymat complet, sauf nécessité thérapeutique jusqu'en 2021 et le maintien de l'anonymat du don avec, quand même, l'impossibilité pour le donneur de connaître l'identité des personnes qui recevront le don et inversement, mais l'accès possible aux origines aux personnes majeures nées d'une AMP avec tiers donneur, avec la notion d'accès à des données identifiantes et ou non identifiantes, qui change la donne en ce qui concerne les adultes conçus par don, bien que les droits des donneurs et les droits des demandeurs n'aient pas évolué, dans le cadre de cette loi de 2021. Excusez-moi. Hem, Ensuite, cette notion de consentement qui est propre, qui est vraiment dans tous les étapes du parcours de l'AMP, intraconjugal ou avec tiers donneur, avec pour particularité dans le cadre du tiers donneur, et bien cette, notion de consentement aussi qui doit être effectué auprès d'un notaire pour le recours à l'AMP, mais Hem, ça, c'est pour les couples receveurs. Pour les donneurs, il y a aussi cette notion de consentement pour l'enregistrement dans le registre national des donneurs de l'Agence de la biomédecine et la possibilité, l'obligation, je dirais, quand on est donneur, d'accepter l'enregistrement des données identifiantes et non identifiantes. Alors, ce qui est les données inidentifiantes, elles sont définies par, décret et il y a une liste, assez exhaustive de données non identifiantes qui vont de manière générale concerner l'âge, l'état général au moment du nom, les caractéristiques physiques, l'état psychologique, la situation familiale, professionnelle, le pays de naissance et puis les motivations avec, un questionnaire, qui est existant et qui a évolué là au fil du temps, mais également la possibilité pour le candidat au don, heu,
quel que soit le type de don, d'écrire manuellement et de rédiger par ses propres soins, ses motivations au don, tout en sachant que le contenu de ces motivations rédigées séparément ne doit pas permettre d'identifier le donneur ou la donneuse. L'identité, c'est le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Et là, dans le cadre de la loi de bioéthique, pour avoir participé aux discussions préalables, il nous avait été dit que ce serait le nom et le prénom. Et in fine, eh bien, eu des ajouts qui ont été la date et le lieu de naissance, sachant que le lieu de naissance, c'est quand même, voilà, ça peut permettre effectivement, d'identifier, le domicile du donneur, l'origine du donneur et et là, c'est quelque chose qui nous ennuyait tout de même parce qu'il y a eu dans le cadre entre ce qui a été mis dans la loi Princeps et dans les décrets et arrêtés, quels que soient les points qui ont été abordés, des ajouts qui n'étaient pas, au départ dans les discussions initiales pour valider le fait qu'il y ait des changements et un certain nombre de ces ajouts, eh bien, créent des difficultés je dirais dans l'application, dans le respect c'est-à-dire on respecte la loi, mais dans la mise en œuvre de certaines de ces mesures. Alors, c'est vrai que jusqu'en 2021, l'AMP, c'était pour répondre à une situation médicale, l'infertilité, éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité et puis le renoncement pour un couple à une AMP intraconjugale, pour aller vers l'AMP avec tiers donneur. Août 2021, il y a eu la suppression de cette notion d'infertilité. Ça a été quand même, c'est un élément important, hein. Et important, parce que c'est fragile, c'est-à-dire ça crée une certaine fragilité de recours à l'AMP, surtout je dirais sur le principe de la prise en charge potentiellement, de ces tentatives d'AMP par l'assurance maladie. À partir du moment où il n'y a plus le terme, infertilité, eh bien on peut se questionner au fil du temps et des années si, ça ne peut pas menacer justement, la reconnaissance, le maintien de la reconnaissance de l'infertilité comme étant, une maladie. Heu, la loi dit bien qu'il y a pas de hiérarchisation possible entre les demandeurs selon le statut marital, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Et puis, ce principe français, hein, pour, travailler, échanger, à la fois professionnellement dans des groupes de travail avec, d'autres collègues d'autres pays européens, heu, sur ce point de la prise en charge par l'assurance maladie avec le nombre de tentatives pris en charge en France, on fait vraiment l'exception au niveau européen pour toute la prise en charge dans le cadre de l'AMP et ça, il faut vraiment le signaler. Eh bien, ce qui nous a, il a fallu aussi appréhender, hein, il y a eu beaucoup de choses à appréhender, on verra ensuite. C'est aussi, la création de la commission d'accès aux personnes nées d'une AMP aux données des tiers donneurs, la CAPAD, qui permet justement à toute personne issue d'un don, avant et après la loi, à sa majorité, partir de sa majorité, de consulter cette commission pour effectuer sa demande d'accès aux données identifiantes et non identifiantes du donneur. Cette CAPAD a été mise en place le 1er septembre 2022, en même temps que on nous était imposé par la loi l'arrêt du recrutement des donneurs et des donneuses dits ancien régime, c'est-à-dire qui donnaient sous un couvert d'anonymat complet. Et à partir de septembre 2022, on ne pouvait que recruter que les donneurs dits nouveau régime. Ça, c'est notre expression au sein des structures, c'est-à-dire qui acceptent d'être enregistrés dans le registre national des donneurs, qui donnent leur consentement pour l'enregistrement des données identifiantes et non identifiantes, et qui ont la pleine information que tout adulte conçu à partir de leur don qui le demanderait à sa majorité aurait accès, sans que le donneur soit informé, aux informations enregistrées dans le registre national des donneurs. Je dirais en prospectif, la CAPAD, en fait, si la loi n'avait pas eu ce caractère rétroactif de l'accès aux origines de tout adulte conçu, quel que soit le moment et quel que soit le lieu en France, eh bien, la CAPAD n'aurait pas eu d'activité avant, je dirais,
avant au moins 18 à 19 ans, parce que comme les tentatives d'AMP ont commencé plutôt vers le printemps, je dirais 2022, donc les premières naissances fin 2022, fin 2023, donc un certain nombre d'années plus tard. Là, la CAPAD, elle gère actuellement tout ce qui va être relatif, effectivement, aux adultes conçus pardon, avec dons d'ovocytes, spermatozoïdes, accueil d'embryons, etc., avant la loi de 2021 et qui ont atteint la majorité, voire au-delà largement de cette majorité. Je vous ai donné quelques chiffres, mais vous pouvez aller sur le site de la CAPAD pour avoir un bilan qui est tout récent. Mais jusqu'au 31 décembre 2023, ben, il y a eu 500 demandes recevables de personnes nées de dons. Majoritairement, c'est par don de spermatozoïdes, très peu par don d'ovocytes et pas, je crois, aucune demande issue d'accueil d'embryons. Vous voyez que l'âge moyen des demandeurs est de 34 ans, donc ce qui veut dire que quand je vous dis c'est une CAPAD qui aurait fonctionné au moins dans 19 ans, mais c'était peut-être dans 20 ou 30 ans, là, l'âge moyen est de 34 ans. Et ce qui est encore confirmé récemment, c'est qu'il y a une grande majorité des demandes, principalement, qui sont issues de femmes conçues, pardon, qui souhaitent obtenir les informations sur leur donneur, principalement de spermatozoïdes. Et puis, il y a des demandes qui sont concentrées sur les sécos qui sont les plus anciens, qui ont la plus grande activité. Et sécos cochin, c'est en fait le descendant du sécos initial de Bicêtre créé par Georges David, donc un historique depuis les années 73. On a tous, je dirais, tous les sécos euh, pratiquement pas les plus récents, mais qui potentiellement avaient des adultes conçus par don de plus de 18 ans, on a tous été contactés pour essayer de retrouver des données concernant les donneurs à l'origine des adultes conçus par don qui demandent. Sachant que vous imaginez que si on doit aller dans des archives qui datent des années 80 ou 70, eh bien, c'est où les conditions n'étaient pas celles de la loi de bioéthique, puisqu'il n'y avait pas de loi de bioéthique, eh bien forcément, il y a un certain nombre, beaucoup de demandes qui ne permettent pas forcément soit d'aboutir à un lien entre l'adulte qui demande et potentiellement le donneur qui aurait pu être à l'origine de la conception de cet adulte, voire des informations sur les donneurs qui, lorsqu'ils sont contactés, bah, en fait, des fois, ils ne sont pas contactés parce qu'ils sont décédés. Parfois, les adresses ne sont pas retrouvées. Il suffit qu'il y ait une petite faute d'orthographe parce qu'il n'y avait pas de gestion informatisée à cette époque. On ne peut pas forcément retrouver le donneur, ou le donneur ne répond pas, ou il répond négativement. Il y a quand même des donneurs qui ont répondu, et il y a parfois, nous, ça n'est arrivé, un donneur qui a dit oui, je suis d'accord pour transmettre les données identifiantes et non identifiantes, mais quelque part, ensuite, ce donneur, il ne suffit pas qu'il donne une réponse positive à la CAPAD, il faut ensuite qu'il fasse la démarche soit vers un sécos proche de chez lui, soit vers le sécos qui a été à l'origine, qui a reçu ces dons, où il doit à nouveau signer les consentements liés aux données identifiantes, non identifiantes, l'enregistrement dans l'agence, sur le site de l'agence de la biomédecine. Certains ne font pas la démarche et donc on ne peut pas obtenir ces éléments, ou éventuellement, parce que certains donneurs ont plus de 70, 75, voire 80, eh bien, ils ont parfois du mal à percevoir quand ils sont interrogés de ce que cela correspond exactement, ou des conséquences éventuelles, et des fois ils renoncent. Ça a été le cas de notre donneur. Alors, il y a eu une évolution du nombre de naissances par donneur, 5, 10 depuis 2006. Le fait que le donneur devait avoir des enfants et être marié au départ, mais ensuite, eh bien, il devait juste avoir procréé en 2006. En 2011, il pouvait ne pas avoir procréé, donc on pouvait prendre des donneurs célibataires sans enfants, et puis le consentement dont je vous ai parlé. Alors, cette limitation au nombre de 10 naissances, c'est une question qui nous interroge vraiment, vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Euh, Bien sûr, on avait une attention toute particulière par rapport à l'imitation du nombre de naissances, mais quelque part, on était peu gêné par cette limitation, parce que bien que on avait des demandeurs, je dirais, on avait quand même finalement un panel de donneurs en termes de distribution suffisante pour finalement atteindre tranquillement
le nombre de naissances, ce qui n'est plus le cas maintenant et qui sera encore moins à partir du 1er avril 2025, parce que vu l'augmentation importante du nombre de donneurs qu'on va aborder ensuite, eh bien, on a une distribution extrêmement rapide en termes de donneurs, et ce qui veut dire que on doit mettre en place des process pour respecter autant que faire se peut cette limitation à 10 naissances. Alors je pense que je suis à l'heure actuelle, il me semble, l'une des plus anciennes maintenant au sein des SECOS, et c'est vrai qu'on voit bien ce qui fait de l'application, l'intégration dans un texte de loi d'éléments qui ont été conçus dans un contexte médical et par des experts médicaux. Parce que quand c'est dans la loi, c'est comme si on dépasse 10 naissances, on ne respecte pas la loi. Mais le contexte dans lequel cette limitation à 10 naissances avait été faite, elle permettait potentiellement d'être révisée. D'ailleurs, elle a été révisée entre 5 et 10, et ça n'a pas été fait dans le cadre de la loi uniquement, ça a été fait dans le cadre d'un travail réalisé par des généticiens des populations, des praticiens des SECOS, afin d'évaluer le risque pour les apparentés, enfin le risque de rencontre entre les apparentés. Je vous remercie. On va peut-être essayer d'arriver à la conclusion, si vous le voulez bien. On vous remercie pour ces informations très intéressantes, parce qu'on a d'autres intervenants après. Donc sur ces aspects-là, alors j'avais d'autres diapos parce que voilà. Ça va être un petit peu juste au point de vue temps. Ce que j'ai retenu de votre information, ce qui est passionnant, c'est le fait un petit peu qu'on est dans un monde évolutif, qu'on a des demandes sociétales, qu'on a des demandes européennes, et que finalement, la place des SECOS dans un environnement à la fois sociétal, où il y a des demandes qui n'étaient pas celles d'il y a 20 ans, sur l'affiliation, c'est ce que rappelait Cyril aussi, sur le côté un peu systémique, et sur le côté européen, vous l'avez très bien rappelé avec Krios qui est danois, et puis sur les législations belges et sur les législations espagnoles, je crois que vous avez rappelé. Donc c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez mouvant, et sur les principes, ce qu'on retient aussi, c'est le principe finalement de don désintéressé et anonyme qui finalement commence à être battu en brèche, et ça rejoint un petit peu finalement... Je suis désolé, je vais passer la parole à Grégoire Moutel un petit peu sur justement cet aspect un peu du don, d'accord ? Alors, si je pouvais juste dire 2 points en plus très rapides. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Alors, là, les conséquences, là, vous avez les premiers éléments de conséquences, mais un point essentiel qu'il faut prendre en considération, c'est que je vais aller sur une dernière de mes diapositives. Les conséquences de cette loi bioéthique sur les professionnels, sur le vécu. Ça va prendre 2-3 minutes. Les conséquences de tout ça, c'est que nos activités, en France, il y avait entre 3 000 demandes par an de receveurs de couples infertiles. L'activité est multipliée par 8 du jour au lendemain. Et au départ, il y a ce tsunami, c'est un peu, on compare ça au Covid, même s'il ne faut pas comparer ça parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis le Covid a tenu les équipes à haut niveau d'activité tout le temps. Et en fait, nous, à l'heure actuelle, et on a encore eu une réunion toute récente cette semaine, ce niveau d'activité ne baisse pas. Et donc, on reste, je dirais, sous l'eau et la tête sous l'eau. Et là, les équipes ont du mal à appréhender toutes ces transformations, ces obligations réglementaires, ces injonctions à effectuer ces activités, avec un niveau de ressources humaines qui a été augmenté, mais qui ne répond pas à la demande, une patientèle qui a complètement modifié, qui est plus, alors que je suis complètement favorable à cette prise en charge, qui ne se positionne pas tout à fait de la même façon du côté des couples infertiles. Et puis, à apprendre aussi des nouveaux demandeurs que sont les femmes non mariées, qui nous interrogent grandement en ce qui concerne l'autonomie, l'autonomie sociale et financière, et qui est les premiers demandeurs à l'heure actuelle. Et c'est dans ce groupe où il y a le plus de perdus de vue et le plus de refus. Et ça, c'est effectivement un ajustement important. Et les demandes qui sont un petit peu différentes. On va juste, si vous voulez bien, donner la parole un peu à la salle, s'il y a une ou deux réactions, avant de... On vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je suis désolé, mais... J'ai été obligé un petit peu d'abréger parce qu'on a d'autres intervenants. Oui, si. Si par contre, il y a une ou deux questions... Voilà.
Bonjour professeur Rich, je suis Nathalie Briel, sage-femme. J'avais une question et une de vos diapositives qui m'a tout à fait interpellée à propos de la CAPAD. Vous nous avez dit qu'il y avait 74% des demandes qui émanaient de femmes. Est-ce que vous avez une explication sur ce déséquilibre entre entre femmes et hommes? Alors, je n'ai aucune explication aucune explication à vous porter actuellement. Surtout, c'est issu du don de spermatozoïdes, hein. C'est un résultat qui est actuel. Nous, on ne peut pas, vous voyez, il y a une séparation entre ceux qui demandent et qui interrogent la CAPAD et nous qui répondons par rapport à ces demandes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger les demandeurs. Donc, on ne peut pas connaître leur motivation, pourquoi ils demandent. Ça ne fait pas partie de ces éléments. Donc, à ce stade, c'est confirmé. Est-ce que c'est effectivement un point plus important en fait, par rapport au positionnement de la femme lié, à la relation par rapport au père, par rapport à la transmission, du patrimoine, génétique? Je ne saurais dire en fait, hein. Parce qu'on n'avait pas du tout ces éléments-là avant la révision de la loi de bioéthique, quand il y avait les associations d'adultes conçus pardon qui appuyaient pour cet accès aux origines. On avait plutôt l'impression que les demandeurs étaient à la fois hommes et femmes. Mais là, ce qui reste, c'est quand même majoritairement des femmes. Alors, voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de connaître leur motivation. Pourquoi ils demandent? Qu'est-ce qui les a conduits à cela? Merci, professeur. J'ai une question qui m'a été posée. Je pense que votre diaporama, parce que je suis désolé, il est un petit peu amputé, il sera disponible, Mylène, sur le site, parce qu'il était plein de données intéressantes qu'on a été obligé un petit peu d'abréger. Le professeur Moutel voulait réagir, et puis après peut-être prendre la pas parole. une réaction, c'était une question également, parce qu'on a eu la chance, avec toi, de croiser les acteurs de la CAPAD à Rouen. Mais pour le public, je pense que c'est intéressant de se poser la question aussi, est-ce que les gens vont jusqu'à la rencontre? Est-ce qu'on a des données sur la rencontre entre donneurs et receveurs? Et parce que j'ai une question connexe, mais je la livrerai après. Alors, la CAPAD ne peut pas nous donner cette information puisque finalement, elle transmet des éléments. Ensuite, on sait qu'au travers des retours que l'on a sur les adultes conçus pardon, qui ont fait des tests génétiques récréatifs, un certain nombre d'entre eux essaient potentiellement de contacter le donneur. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, ils peuvent, au travers des réseaux sociaux ou autres, essayer de retrouver les donneurs, hein. C'est parfois très simple. Je pense que certains d'entre eux vont faire la démarche d'essayer de rencontrer le donneur. Ça, c'est certain. La remarque annexe, c'est un témoignage, puisqu'on dit que les espaces éthiques sont des lieux observatoires des pratiques. J'ai été contacté par mail il y a quelques semaines par un donneur qui, ayant peut-être lu ton diaporama, m'a exposé le fait qu'il avait potentiellement 10 enfants nés issus de son don, enfin qu'il y avait 10 enfants issus de son don, et il se posait la question de sa capacité à répondre à une éventuelle sollicitation à 1, 2 ou au 10, et en disant si la rencontre fait partie de la démarche, je dirais non, parce que je ne pourrais pas en gérer jusqu'à 10. Voilà, c'est juste un témoignage d'observation des pratiques, mais qui est intéressant en regard de la genèse de la loi. Je ne pense pas que le législateur se soit posé ce genre de questions. Par contre, les donneurs vont se la poser, quoi. Oui, alors la loi n'autorise pas cela. Mais ensuite, c'est vrai que ça peut être un élément qui fera... Alors, Possible, pas pour... elle le rend possible. Elle le rend possible. Oui, alors, il y a le professeur Gilles Raoul Cormel, puisque j'ai interpellé la loi... Chère Nathalie, c'est Gilles Raoul Cormeil. Voilà, j'aurais rêvé de faire une intervention avec vous et les notaires. Vous savez, Armand, on avait prévu. Oui, tout à fait. Mais oui. Alors, on a eu celle de Caen et c'était Grégoire qui était présent. Et alors, avec les notaires de Normandie, on a découvert des choses ce jour-là absolument impossibles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans l'état civil. Voilà. J'ai vu des actes de l'état civil pour la première fois cette année, comme je n'imaginais pas, dans un cas pratique, donner ça à des étudiants, c'est-à-dire des actes de l'état civil qui vont comporter, par exemple, 2 reconnaissances au même moment. Donc vous avez 2 papas. Alors, les notaires ils disent « Oh, c'est pas si grave, l'enfant va hériter il aura 2 papas, personne ne s'est plaint. » Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'entre les textes et puis les pratiques, il peut y avoir des écarts. Et donc à partir du moment où
on lève l'anonymat du donneur de gamètes, il va y avoir des conséquences qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Ça a été refusé par le législateur à 2 reprises. C'est là que les débats sont très intéressants. Ça a été refusé à plusieurs reprises. Là, ça s'est fait un peu rapidement. Alors, je n'ai pas relu exactement tout ce qui s'est fait. Mais quand on dit que les donneurs de gamètes ne sont pas des parents, et quand il est écrit dans le Code civil qu'on ne peut pas établir la filiation, qu'il y a un interdit d'établir la filiation, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va permettre de respecter cet interdit ? Rien. Quand un homme va se présenter en mairie parce qu'il a rencontré, après, voilà, en tant que donneur de gamètes, il a rencontré cette personne dont il est potentiellement, enfin sans doute, son géniteur, il décide de le reconnaître sur le tard, l'officier de l'état civil ne va pas s'en rendre compte. Et voilà. Et donc, évidemment qu'il va y avoir des cas comme cela. Alors, et sur les quelques cas qu'il y aura, combien il y en aura qui donneront lieu à une procédure peut-être initiée par le procureur de la République, parce qu'on est dans un ordre public ici quand même de direction. Il y a quand même des belles questions qui se posent. Le procureur de la République a accédé en 100 ans à un contrôle des filiations qu'il n'avait pas au tout début. Reprendre l'arrêt Baudin de 1927. On ne va pas se perdre dans le droit de la filiation, mais c'est pour dire que je pense ici clairement qu'on n'a pas mesuré la suppression de la levée du couvercle de la boîte de Pandore. Et il va y avoir évidemment des choses. Il va y avoir. J'aime beaucoup le livre de Dominique Mel sur enfants du don et pas enfants de l'abandon, qui pose beaucoup de questions. On n'a pas de temps. Je ne rentrerai pas dans tout cela, mais on n'a pas fini d'en parler dans les comités d'éthique. Alors, il y a quand même une question qui a été posée par, je pense, un donneur au Conseil d'État au sujet de, en fait, rien n'interdit, n'empêche que le donneur puisse adopter l'adulte conçu par don ou le ou les adultes conçus par don. D'accord. La filiation ne peut pas être interdite. Elle ne peut pas être établie. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On va passer à la deuxième partie du débat, mais c'est marrant parce que cette histoire de législation, ça donne un peu l'impression d'être les organisateurs a posteriori de quelque chose qui s'est organisé ou désorganisé.